tout à fait extravagante. On arrive à la dernière phrase du texte, et la dernière phrase de ce roman, c'est « Pinocchio knows ». K-N-O-W-S. Il est évident que quiconque ne s'attarderait pas à ce terme et traduirait par « Pinocchio sait » aurait tué le livre, puisque tout le livre est fabriqué pour arriver, pour partir du titre, le nez de Pinocchio, Pinocchio's nose, à cette dernière phrase qui résume l'expérience de ce qu'il a vécu, Pinocchio knows. Il s'agit d'un jeu de mots, il s'agit d'un calembour, il s'agit de quelque chose qui joue uniquement sur des sonorités, sur les signifiants, et il est évident, je n'ai pas besoin de vous le dire, que ne pas traduire cette phrase en cherchant à produire un effet semblable, c'est tuer le livre et le condamner à l'insignifiance, puisque toute son expérience n'aura servi à rien. Donc, il fallait trouver quelque chose pour rendre ce jeu de mots. Et dans tout le livre, il y a des choses de cet ordre que j'ai dû affronter, dont le passage que je vous ai apporté et qui en anglais est un chapitre intitulé « Sinister People ». Et « Sinister People », ça veut dire, lorsqu'on n'a pas encore lu le chapitre, des gens sinistres, mais naturellement, ça veut dire aussi des gens gauchers. Sinister, c'est en vieux français senestre, hein, comme dans l'héraldique, on dit encore brisure à senestre, comme dirait Nabokov, senestre contre la droite. Et il est de fait qu'étymologiquement, la senestre, la gauche, le côté gauche du corps est réputé être maléfique, alors que le côté droit est réputé être bénéfique. Bon, il y a ces vieux chevauchements de sens que l'on retrouve ici. Quelqu'un qui est sinistre, comme le dit le titre, Sinister People, c'est quelqu'un qui n'est pas particulièrement sinistre au sens où on l'entend, c'est quelqu'un qui est gaucher, simplement. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça, il s'agit de quelqu'un, d'un jeune garçon qui est non seulement gaucher, mais dyslexique et dysgraphique. Il a des problèmes pour écrire et pour lire, ce petit gamin, et le passage est donc intitulé « Sinister People ». Lorsqu'on rencontre quelque chose comme ça, et qu'on est en train de traduire, a priori, on laisse de côté le titre un certain temps avant d'avoir un petit peu vu ce qui va se passer dedans, parce que ce n'est pas traduisible sans le contenu du chapitre. Et ici, vous allez voir que ce brave petit garçon a des problèmes. Il ne s'agit pas de Pinocchio, mais d'un de ses... Vous voyez page 66 de l'original, dans le deuxième paragraphe, « He suffered from dyslexia serioso, an acute disturbance of his ability to read. He was also dyslallic, confused in his powers of speech. He could talk in perfect paragraphs, and then his sentences would begin to unravel, and he would plunge into nonsense syllables and obscene nursery rhymes. » Bon, voilà les afflictions dont souffre ce pauvre gamin. Il a des problèmes d'écriture, de lecture, de langue. Il est très handicapé, et ça donne, à un moment donné, les trois petits vers que vous avez au milieu de la page 66 de l'original, qui commencent par « He had a fondness for neographisms, strange, incomprehensible words and texts brought on by his disease ». Et le petit texte qui suit est effectivement d'une luminosité toute relative, puisqu'il dit « Yomo nima zabeshtab, bumbli mema ama memmo, dada dudubulo ». A priori, la tentation, c'est de se dire, bon, ben, c'est du gibberish. On ne traduit pas le gibberish, ça reste du gibberish, c'est incompréhensible pour tout le monde, ça reste comme ça. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il faut traduire le gibberish. Parce qu'il y a des choses cachées dedans qu'il faut permettre au lecteur français de retrouver aussi. On s'aperçoit par exemple que dans le deuxième vers, bumbly, bon, bumbly, ça a des échos en anglais, to bumble, hein, c'est aussi une façon de s'exprimer comme si on avait de la purée chaude dans la joue, ça peut être aussi de l'ordre de la gaffe, ça peut être toutes sortes de choses, ça a des harmoniques de sens, des échos, des suggestions, ça a une signifiance, une aura de sens. Mema, amam, on voit bien que dans amam il y a mama à l'envers,
M-E-M, c'est mi inversé, et il faut se rappeler que ce petit gamin est dyslexique, hein, donc il a tendance à faire ses erreurs, et il importe que dans la traduction française, ces petites erreurs soient redressables également. C'est pourquoi dans la traduction que j'ai proposée, j'ai modifié un petit peu le premier mot qui est yomo parce qu'il était difficilement prononçable dans la rythmique du texte. Il me semble qu'en français, il faut que ce soit un petit peu comme un nursery rhyme. Hein. L'holomonymas abeshtab, ça va, il y a assez de consonnes pour qu'on puisse faire tomber les accents. Et puis, j'ai proposé quelque chose comme bradouillis, qui est un mélange entre bredouiller et brasser et tous ces mots un petit peu inintelligibles, sans que ça ait un sens particulier, on entend vaguement quelque chose. Aman, pour garder le son man de maman dans le texte. Yom à cause de mi, qui était inversé, qui donne moi, et etc. Et dada do do below, alors ça j'ai été obligé d'aller un peu plus loin pour revenir sur ce vers, puisque j'ai introduit un me qui paraît curieux là, mais qui fait très bien avec le dada, puisque c'est un univers enfantin, et il dessine des dadas, des cocottes et des me. Et le me en question est quelque chose qui prend une grosse importance plus tard, puisque dans la dernière page de l'original, vous voyez un exemple des gribouillis de ce pauvre petit garçon qui essaye de raconter une histoire. Alors ça, c'est le passage là qui est typographiquement tout bizarre et qui est pratiquement illisible si on ne vocalise pas le passage. Alors si je le lis et en essayant de reproduire les difficultés de prononciation de ce pauvre gamin et ses difficultés d'écriture, on reconnaît des choses qui sont autrement parfaitement illisibles. Once upon a time, and a very dark time it was, there was a woe come down the road, and this one woe that was down the road met a nice and slit boy named Abishta. Bon. On voit bien que si on met une espèce d'accent bizarre là-dedans, le texte a un sens et on peut pratiquement le reconstituer. Ce que ce texte dit, si je le remets dans les mots que nous utiliserions nous, ce serait « Once upon a time, and a very long time it was, there was a cow that came down the road, and this cow that was down the road met a nice little boy named Abishtab. » Ça veut dire quelque chose, mais naturellement, on ne va pas le rendre comme ça. Donc il faut réintroduire dans ce texte les distorsions qui sont dans le texte original, en se rappelant, parce que là il faut quand même se rappeler que c'est également la première phrase d'une nouvelle de James Joyce qui s'appelle Portrait of the Artist as a Young Man. Et en se référant au texte de Joyce, on arrive à reconstituer le texte qui est en filigrane sous ce texte-là et à mesurer l'écart qui existe entre le texte original et les distorsions que Charin lui fait subir. Et c'est en partant de la traduction française du paragraphe de Joyce que j'ai reconstitué mes distorsions de manière que l'écart soit le même de la langue d'origine à la langue d'arrivée. Et j'ai suggéré cette espèce de machin qui figure, page 72-73 du texte qui s'est intitulé du coup Sénestrose, sur lequel je vais revenir, et ça donne quelque chose comme « Il y avait une fois », qui fait le même genre de télescopage que « Once upon a time », « Il y avait une fois », et c'était le bon temps alors, une vache, qui descendait le long de la route, et cette vache qui descendait le long de la route, rend ton cras, ce pauvre dyslexique a ses problèmes de consonnes, rencontra un mignon petit garçon qui s'appelait Abeshtab. Et le tout rendu de façon phonétique, comme l'écrirait un enfant dont la langue n'est pas particulièrement développée. Alors ça c'est un détail pour vous montrer le genre de petits problèmes qu'on peut avoir, mais plus largement, lorsqu'on se rend compte que le titre du chapitre est Sinister People, on ne peut pas le traduire simplement par des gens sinistres, ce qui n'aurait aucun sens. Donc j'ai essayé de trouver un mot qui évoque à la fois une maladie, qui est celle du garçon, et puis le mot sinistre aux deux sens du terme. Et comme dans la vulgate, dans le langage courant français,
par ces temps de crise économique, etc., on parle de la sinistrose des gens, je me suis dit qu'en adaptant sinistrose en senestrose, tout le monde reconnaîtrait sinistre sous senestre. Et bien c'est grâce à la fin, qui a une petite connotation de maladie également, comme on a de l'arthrose, ou comme on a une colibacillose, ou comme on a je ne sais pas quoi, on a de la sénestrose, et du coup on reconnaît nécessairement par renvoi de la chute, de la fin du mot, le radical polysémique sinistre, senestre. Donc ça, ce sont des petits problèmes que j'appelle de bricolage, si vous voulez, ce sont des problèmes locaux, mais qui peuvent avoir, comme vous le voyez, des influences sur l'ensemble d'un chapitre, voire l'ensemble d'un texte, et il faut constamment faire des allers-retours entre les problèmes locaux et les problèmes généraux, parce qu'un certain nombre de titres même de romans, et jusqu'au nom des personnages, peuvent être modifiés par tel choix que vous avez fait à tel endroit du texte et qui réverbère sur l'ensemble de votre travail. Donc, parfois on traduit jusqu'à la moitié, et puis à la moitié on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui interdit qu'on aille plus loin, il faut tout recommencer en prenant un autre paramètre, le choix des pronoms, le choix des tu et des vous, en français. Alors là, c'est un problème extraordinaire quand on traduit de l'anglais qui n'a pas cette différence, sauf quand on traduit des Quakers ou qu'on traduit des gens qui emploient encore la vieille forme du tu en anglais, qui n'est pratiquement plus existant. Le choix du niveau de l'énonciation, du niveau de langue, le tu et le vous, est extraordinairement compliqué à faire. Et là, il faut généralement être engagé dans la énième relecture du texte pour décider qu'on va essayer de travailler avec le tu ou avec le vous. Autre type de problème qui peut être extrêmement difficile, surtout si on ne le voit pas, je vous ai apporté un petit texte, le même petit texte de Brodegan dont je parlais tout à l'heure, Subscribers to the Sun, qui pose un certain nombre de problèmes, dont un que je n'ai pas résolu d'ailleurs. Alors si vous avez d'excellentes idées, je suis preneur à la fin de cette matinée. Toutes les suggestions sont les bienvenues, je suis coincé. Ce texte a été traduit déjà une fois, et puis comme j'ai protesté que c'était des traductions qui parfois n'étaient pas tout à fait justes, on est en train de tout refaire, enfin je suis en train de refaire 5 ou 6 de ces romans, de manière à ce qu'ils aient à peu près la même voix. Et dans le passage sur Subscribers to the Sun, il y a un détail qui échappe au traducteur, simplement parce qu'il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Alors ça, c'est un autre cas que je voulais vous soumettre. Vous voyez, dans la page 258 de ce passage, c'est l'histoire d'un télétype qui se réveille le matin dans un journal qui s'appelle The Sun. Et le paragraphe qui commence la page 258, sous le M, MN, MNN, que vous voyez en haut en capitale, dit ceci: That is a different way to be awakened, followed by more letters, and then the almost religious chant of the wire service machine, 2 points. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Et dans le paragraphe qui suit, on verra qu'il y a a total of 10 wake-up foxes jumping over 10 wake-up lazy dogs. Et dans le texte français qui existe pour le moment, le traducteur ne s'est pas embarrassé de scrupules. Il a traduit littéralement: le renard brun est rapide à sauter par-dessus le chien paresseux, le renard brun est rapide à sauter par-dessus le chien paresseux. Il a recyclé ses chiens et ses renards dans le paragraphe qui suit. L'ennui, c'est qu'il a oublié une chose, c'est que c'est la première phrase que tape un télétype le matin pour une raison très simple, c'est que c'est la seule phrase anglaise qui utilise toutes les lettres de l'alphabet et une fois seulement. Pas nécessairement une fois seulement d'ailleurs. Mais c'est une phrase qui a été inventée pour tester les claviers des machines à écrire. Si vous tapez cette phrase, vous avez utilisé toutes les touches. Et si vous tapez « le renard brun est rapide à sauter par-dessus le chien paresseux », vous n'avez pas utilisé toutes les touches. Donc cette phrase ne veut rien dire. Elle n'a aucun sens. Il faut donc impérativement trouver une phrase qui, en français, combine les 26 lettres de l'alphabet, mais en même temps qui contient des mots qui pourront servir après à la place des renards et des chiens.
Bon, vous voyez le problème auquel je suis confronté, et il est évident que si on ne trouve pas ce type de phrase, c'est même pas la peine de traduire ce chapitre qui n'a aucun sens. Alors, j'ai téléphoné partout, dans les écoles de secrétariat, chez monsieur et madame Pigier, les écoles de secrétariat, de dactylographie, etc. Et tout le monde se sert de la phrase anglaise « The quick brown fox jumps over the lazy dog ». Donc jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé d'équivalent. Donc il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que j'en invente une, un petit peu comme si j'étais à l'Oulipo et qu'on m'avait dit bon, bah, allez, la contrainte aujourd'hui, c'est de faire une phrase avec toutes les lettres de l'alphabet. Et il faut que je me fixe deux contraintes, c'est-à-dire de fabriquer une phrase qui sera qui aura la même contrainte formelle et en même temps qui inclut au moins deux mots substantifs que je puisse recycler pour faire anecdote dans le paragraphe suivant. De la même façon que les renards sautent par-dessus les chiens dans le paragraphe qui suit, moi il va falloir que je fasse sauter quelque chose par-dessus quelque chose d'autre. Je ne sais pas, ça va être une tomate par-dessus un concombre, mais il va falloir que j'utilise la même structure. Donc, vous voyez là que ce texte qui est littéralement bien traduit, effectivement, The quick brown fox jumps over the lazy dog, ça veut dire le renard brun est rapide à sauter par-dessus le chien paresseux. Cette traduction n'a aucun sens. Parce que ce que dit le texte, c'est j'utilise toutes les lettres. Le support référentiel n'a absolument aucune importance, c'est totalement arbitraire. Donc voilà un autre cas de difficulté qui n'est une difficulté que lorsqu'on l'a identifié. Si on ne l'identifie pas, il n'y a pas de problème. Et naturellement, on se casse la figure allègrement. De la même manière, pour vous donner un autre exemple du même type, il y a un petit texte qui doit circuler aussi parmi vous, du même auteur, qui s'appelle, je crois... où est-ce qu'il est celui-là? C'est un petit texte où il est question d'un nain. Je ne l'ai pas. Un tout petit paragraphe où il est question d'un nain. Vous ne l'avez pas? Ah ben non, je l'ai gardé. Voilà. Ah oui, oui, parce qu'il était tellement petit que je n'ai pas voulu vous faire ce travail. Alors voilà, je vous lis simplement ce tout petit texte. C'est un texte qui s'appelle Cold Kingdom Enterprise. Et vous allez voir, c'est pas très long. Once upon a time, there was a dwarf knight who only had 50 words to live in, and they were so fleeting that he only had time to put on a suit of armor and ride swiftly on a black horse into a very well-lit woods where he vanished forever. Voilà. Et la traduction française, qui existe pour le moment, donne « Hardiesse au royaume du froid. Il était une fois un chevalier nain qui n'avait que 50 mots à vivre, et c'étaient des mots si ténus que bientôt il n'eut plus que le temps d'enfiler une cotte de maille et sur un noir destrier de vivement chevaucher jusqu'au bois de lumière où il disparut à jamais. » Rien à dire, c'est un petit peu surtraduit à cause des inversions, mais a priori rien à dire. Sauf que le texte original, évidemment, comporte très exactement 50 mots, et que le texte d'arrivée en comporte 53, et que du coup, il n'a plus aucun sens. L'histoire du nain, c'est l'histoire du paragraphe, en fait. C'était l'histoire d'un paragraphe qui avait 50 mots. Puis quand on arrive à 50 mots, il est fini, merci, on passe à autre chose. Bon. Et là, si on n'a pas vu ça, et qu'on ajoute des mots, c'est comme si on mettait le chapitre à la poubelle, puisqu'il ne fonctionne pas de type oulipien, où on s'est donné comme modèle, comme contrainte formelle, de faire une phrase de 50 mots qui raconte une histoire. Et si la traduction française n'a pas également 50 mots, on ne peut pas. Alors, une autre solution consiste à dire un nain qui n'avait plus que 53 mots à vivre. Bon, pourquoi pas, si on arrive à faire que 53, mais il faut à ce moment-là changer le chiffre. Vous voyez, ça, ce sont des choses qu'il faut voir et qui dépassent d'une certaine façon la simple compréhension des mots qui sont dans le texte. J'en viens maintenant, et je vais bientôt m'arrêter pour qu'on puisse bavarder, à deux questions qui ont à voir avec la polysémie et la productivité littéraire d'un texte, d'une part, et les tonalités de l'autre. Je voudrais vous renvoyer pour la première question au texte qui est intitulé en anglais « In the heart of the country »,
qui est celui-ci. Et simplement, vous n'avez même pas besoin de le trouver parce que ce n'est pas très grave, je vais simplement citer la première phrase. La première phrase de ce texte dit ceci. Est-ce qu'il y a de la craie ici, non? Ça fait rien. So, I have sailed the seas and come to be a small town. Voilà cette phrase qui commence le texte, c'est un texte qui donne d'ailleurs son nom au recueil d'où ce texte est tiré, qui est un recueil de nouvelles prodigieuses de William Gass, qui s'appelle In the Heart of the Country, et ça c'est la dernière nouvelle du texte, To be a small town fastened to a field in Indiana. Alors naturellement, comme le titre de ce paragraphe c'est A Place, n'est-ce pas, on nous présente les lieux, on nous présente la situation. Et de façon assez directe, on pourrait très bien comprendre que c'est un monsieur qui a beaucoup navigué et qui finalement s'est retiré dans cette petite ville de B qui n'est pas identifiée, ça pourrait être n'importe quoi, Brockton ou une certaine quantité de suggestions, mais j'ai essayé d'en garder aussi autant que je pouvais. Et j'ai repris la traduction du vers de Yeats par Yves Bonnefoy, qui traduit, du moins le début, « Ainsi j'ai parcouru les mers ». Et puis, pour me sortir de ce « to be », que je ne pouvais pas traduire en français, j'ai mis « Et maintenant je suis A, B ». De sorte que « je suis » soit tout de suite au-dessus et soit en fin de ligne, de manière que le renvoi le souligne et que la question de l'existence de l'être soit dans ce vers de façon très visible, en fin de vers, comme ça. Et maintenant, je suis A, B, petite bourgade, etc. Mais il est clair que j'ai perdu dans la bagarre tous les échos entre C et B, par exemple, et que tout le travail qui va être fait sur les lettres dans ce texte va être beaucoup plus difficile à tenir, parce qu'il va falloir que je réintroduise au fur et à mesure du texte toutes sortes de coordonnées que fournissaient la première ligne du texte anglais. Voilà un autre petit problème assez grave. Et puis alors, pour finir ma présentation des problèmes, un autre qui est sans doute plus amusant, qui est ce texte, enfin il y en a deux qui peuvent illustrer mon point. Ce sont les deux autres textes qui sont des textes poétiques, l'un par Michael Davidson et l'autre par... tous les deux de Michael Davidson, pardon. Celui-là et celui-là. Alors dans le premier cas, celui qui s'appelle en anglais et en français « Et in Leucadia ego », le problème est que ce sont des vers qui sont entièrement fabriqués à partir de l'oral. Et que ce sont des morceaux de phrases orales mis ensemble et pratiquement illisibles si on n'écoute pas. Il faut absolument les dire pour les entendre. Si vous prenez la page 74, « Et in Leucadia ego », l'original, en plus c'est un jeu de mots sur le titre, puisque l'original c'est « Et in Arcadia ego hein, » dans Virgile, et là c'est un jeu de mots sur le nom d'une jeune fille. Si vous lisez les deux premières lignes, « So they get this and we're coming off some, it's like, and then I went, so he goes, well, hey, and how are you doing ?» Ça n'a aucun sens. Mais si vous entendez ça comme une conversation, vous savez, de ces gens qui n'arrivent pas à finir leur phrase et qui continuent à parler, un petit peu comme certains étudiants américains que j'avais et qui finissaient toutes leurs phrases par « You know what I mean ?» et je leur disais à chaque fois « Non ». Alors ils étaient absolument pétrifiés parce que je leur demandais d'expliciter ce qu'ils avaient à dire, et c'est un petit peu quelqu'un comme ça qui parle. Hein? « You know what I mean? No, don't. So they get this, and we're coming off some, it's like, and then I went so he goes, well, hey, and how you doing ?» Bon, tout ça, ce sont des petits morceaux
de fatigue pure, si vous voulez, comme on dit en linguistique. Hein. C'est du pur fatigue, c'est de la pure accroche. Ça n'a pas de contenu qu'une volonté d'échange, des amorces d'échange, des amorces de dialogue. Et il est clair que ça ne sert à rien de traduire ça si on ne fait pas la même chose en français en adaptant plutôt qu'en traduisant le texte. De sorte que j'ai essayé de replacer chacun de ces fragments dans les phrases dont ils proviennent, dans les phrases possibles dont ils proviendraient en anglais, essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait imaginer des situations en français où ces phrases pourraient être prononcées avant de retronquer les phrases auxquelles je parvenais dans une situation française analogue. Qu'est-ce que dira quelqu'un par exemple, pour reprendre l'exemple que j'avais tout à l'heure, cet étudiant californien qui n'arrivait pas à très bien s'exprimer, qui disait toujours « you know what I mean », en français, qu'est-ce qu'on dirait? Que dira quelqu'un tu vois ce que je veux dire, voyez ce que je veux dire. Comment est-ce qu'on va le dire pour que ce soit de la façon la plus élémentaire et la plus pauvre possible, hein. Là, c'est un grand exercice d'appauvrissement de la langue en essayant de masser dans ces phrases autant d'ordures langagières, si vous voulez, de résidus langagiers, de phrases inutiles que l'on peut, en les segmentant de telle sorte qu'on voit quelle serait la forme de la phrase si elle était achevée, et quelle est la situation d'énonciation dans laquelle se trouvent ces personnages. Parce que ça raconte une histoire. Et je pourrais, si on avait le temps, vous jouer la scène et vous dire à quoi pensent ces gens. À force de dépouiller et de développer ces petits bouts de remarques insensées, on arrive très bien à voir ce qui se passe. Et de quoi il est question, et c'est même une histoire assez amusante. Bon. Donc, si vous regardez les deux choses que j'ai, les deux textes, vous verrez un petit peu ce que j'entends par les problèmes de tonalité, parce que là, le sens même est intégralement déterminé par une certaine tonalité, un certain accent de voix. Si vous ne lisez pas l'original avec l'accent qui convient, et par accent j'entends la segmentation de la phrase, vous n'avez aucun sens. Il n'y a qu'en lisant, comme si vous étiez dans une situation d'échange oral, que vous pouvez retrouver un sens à ce texte. En revanche, et ça c'est un déplacement du même problème d'une certaine façon, dans le texte de Michael Davidson, la pagination n'est pas bonne, la première page et la seconde, qui s'appelle More is Up, c'est un poème qui est fait entièrement de développement au pied de la lettre d'expressions très connues. Alors, pour vous donner quelques exemples pris dans le texte, a man works hard. Alors, Davidson se dit hard. Pourquoi on dit a man works hard? Et du coup, l'illustration qui donne cette phrase, c'est a man breaks rocks with his bare hands, qui illustre à la fois les deux sens de hard. Ou dans la phrase we should be on time, qui est une phrase toute banale de la langue anglaise, Davidson écoute ce que ces phrases convenues, ce que ces phrases figées, ce que ces phrases raidies par l'usage et par l'emploi peuvent continuer d'évoquer si on les écoute vraiment. We should be on time. We should be on time. Et il a la vision. He stands on his watch, on time, tapping his foot while she reads a map. Donc vous avez le développement de la situation d'énonciation dans laquelle on peut dire une phrase comme We should be on time, deux personnages qui sont dans une voiture, ils vont dîner chez des gens, ils sont perdus, mon Dieu leur avance, donc elle regarde la carte, et lui il tape du pied impatiemment, et elle dit We should be on time, on va être à l'heure, et lui pense We should be on time, on va être debout sur notre montre. Donc ce développement des idiomes, de l'idiome dans ces évocations possibles hors de l'usage coutumier, c'est l'objet de ce poème. Donc à chaque fois, il faut retranscrire ça en français, parce qu'en français, si on dit, et c'est pour ça que j'ai eu un petit problème, si on dit on devrait être à l'heure, on n'a pas l'image d'être sûr qu'il y a dans on time. Donc pour arriver à développer ça comme il le souhaite, j'ai été obligé de dire on devrait y être à l'heure tapante.
Et avec tapante, j'ai mis, il se cogne la tête avec sa montre pendant qu'elle étudie la carte. Bon, j'ai changé l'image, mais j'ai gardé la possibilité de développer une expression au pied de la lettre, comme on dit. Hein, prendre les choses littéralement. Il y en a qui sont très drôles dans ce texte, je vous laisse regarder ça quand vous en aurez le temps. Voilà une expression extrêmement surutilisée par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. She internalized her pain. Hein? She internalized her pain. Alors au lieu de le prendre au sens psychologique, etc., il la figure comme étant en train d'avaler quelque chose de très chaud. D'où la brûlure, d'où la douleur intérieure, etc. Donc il faut retrouver un contexte en français pour que ces astuces, pour que ces développements de la langue inaccoutumés soient entendus également dans la langue d'arrivée. Donc là, il faut recadrer des situations d'énonciation, des contextes culturels, des réflexes idiomatiques et trouver l'équivalent des situations d'énonciation, des réflexes idiomatiques et des développements possibles de la littéralité de l'expression. Donc là, ce sont des problèmes qui sont très drôles à traiter. Je me suis beaucoup amusé à faire ces poèmes-là parce on a l'impression de raconter des blagues tout le temps et d'en inventer. Mais on est guidé, le mode d'emploi vous est donné d'une certaine manière, on extrait le mode d'emploi du texte d'origine et puis on l'applique à sa propre langue. Là, c'est un geste qui est de l'ordre presque de l'adaptation et plus vraiment de la traduction. Mais on est obligé, pour véritablement traduire, l'effet d'adapter. Sinon, on perd tout. Il n'y a plus de... Bien. Alors, voilà un certain nombre de petits problèmes que je voulais illustrer brièvement. Je vous prie de m'excuser d'avoir été si long, mais je voulais vous dire un petit peu la gamme des problèmes. Alors, comme hier, j'ai promis à M. Gala de répondre à une question qu'il m'avait posée, je vais le faire avant de vous laisser me poser les questions que vous souhaitez. On m'a posé hier la question des notes infrapaginales, vous savez, que souvent on trouve dans les traductions. NDT, NDT, note du traducteur. Hein. Alors ça, généralement, le NDT, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à expliquer une donnée culturelle qui n'est pas connue des gens de la langue cible. Si vous avez, dans un texte américain, comme il y en a à chaque fois presque une référence à la fête de Thanksgiving, ou dans un texte français qui est traduit en arabe, je ne sais pas, Noël, bon, pour être sûr que ces choses-là sont comprises dans leur contexte, on met une petite note, et puis on dit, voilà, c'est une fête qui correspond à telle et telle chose, et puis qu'on célèbre de telle et telle façon, de manière que les objets qui gravitent autour de cette fête soient compris dans le texte. Alors il y a pas mal d'illustrations comme ça du culturel dans les notes du traducteur, et dans une certaine mesure, ça me paraît respectable et parfois nécessaire, pas toujours indispensable. Je veux dire que dans le texte, par exemple, de Gas, In the Heart of the Country, que je vous ai fait tenir, il y a, je crois, un exemple, mais je ne suis pas certain. Oui, c'est ça. Vous voyez dans la deuxième page de la version française, il y a un... Qu'est-ce que j'en ai fait là? C'est dans au bas de la deuxième page en anglais, le dernier paragraphe finit par le mot Halloween. Vous avez vu ça? Halloween, c'est cette fête juste avant la Toussaint aux États-Unis. Et la phrase du texte dit « Candy ungiven after Halloween ». Bon, comme des bonbons qui n'ont pas été donnés le soir de Halloween, puisque c'est un soir où on distribue des bonbons aux enfants qui viennent frapper, etc. etc. Alors moi, je n'allais pas m'encombrer de ça, je n'avais pas envie de faire une note où j'explique que à Halloween, les enfants viennent frapper aux portes, et puis ils disent trick or treat, et puis ou bien on leur donne des friandises, ou ils veulent mettre du savon sur vos fenêtres. Enfin, je ne vais pas expliquer tout ça, parce que ça alourdit le texte. Et puis, j'aime pas le mouvement de l'œil que ça impose. On est en train de lire une phrase, elle a son rythme, elle a sa couleur, etc. Puis d'un seul coup, pof, il faut descendre en haut, puis on remonte. Et je trouve que ça brise la lecture. De sorte que j'évite, moi, les notes, même de ce genre-là. Et c'est pourquoi, dans la traduction que j'ai faite, j'ai dit
À quoi pourrait-il bien désormais me servir? Douceur non distribuée au lendemain des fêtes. Et puis je m'en fiche que ce soit telle fête ou telle autre, ça n'a pas d'importance. Dans toutes les fêtes, il y a des douceurs. Et c'est le geste qui est important dans ce texte, ce n'est pas la fête de Halloween elle-même. C'est la source d'une métaphore où l'auteur dit qu'il lui reste de l'amour à donner. Il a eu une aventure avec une femme et elle est partie, elle a disparu. Et l'amour qu'il continue de ressentir, c'est comme des bonbons non distribués le lendemain d'une fête. Bon, c'est ça qui compte. C'est ce parallèle entre deux satisfactions et deux remords. Le fait que ce soit telle fête ou telle autre n'a aucune importance pour la compréhension du texte. Donc là, au lieu d'alourdir avec une petite note et garder mon Halloween, j'ai tout supprimé et puis j'ai développé l'idée à l'intérieur du texte. De la même manière que parfois, je me permets d'expliciter à l'intérieur du texte, dès que l'occasion m'en est donnée, le sens d'un mot qui n'est pas très clair pour le lecteur français. En mettant une incise quelque part, je peux expliquer de façon, comme si c'était dans le texte, ce que signifie tel terme. Et personne ne s'en aperçoit et au moins ça n'interrompt pas la lecture. Alors il y a un autre type de note de traduction qui a justifié ce qui a révolté M. Kamal hier quand j'ai dit que la note de traduction c'était l'aveu d'échec. Et de fait, les notes de traduction qui sont les plus désagréables à mes yeux sont celles où vous lisez note du traducteur, jeu de mots intraduisible. Bon, alors j'estime que à ce moment-là, on est en danger. Ou bien, le jeu de mots est réellement intraduisible. Et c'est très rare. Et à ce moment-là, on n'en parle même pas. Je veux dire, ça va apprendre quoi au lecteur qu'il y avait un jeu de mots qui était intéressant dans l'original s'il ne l'a pas sous les yeux et s'il ne se passe pas? Je veux dire, ça sert à quoi? On met ça dans les pertes et puis on essaye de compenser ça ailleurs. Il y a toujours moyen. Tout ce qu'on perd dans un texte à traduction, on peut le compenser ailleurs. C'est un rééquilibrage. S'il y a une excellente astuce dans une page qu'on n'arrive pas à rendre complètement, la prochaine fois qu'il y en aura une un petit peu moins bonne, on la fera meilleure. On va essayer de compenser comme ça. Et ou bien le texte ne permet pas la traduction de ce jeu de mots, alors en ce moment-là, il y a carrément ne pas le mentionner, en espérant qu'il n'ait pas d'incidence sur la construction du texte, parce que parfois ça en a. Ou bien il est traduisible, alors on essaye. Mais j'ai lu un texte il y a une demi-douzaine d'années, un petit roman traduit par quelqu'un qui par ailleurs est un très bon écrivain, et il n'y avait pratiquement pas de page sans qu'il n'y ait en bas de page un jeu de mots intraduisible. Ce n'est pas la peine de publier le bouquin en traduction, enfin je veux dire, il ne reste rien à la fin. C'est même pas la peine. Donc moi je crois qu'il faut presque toujours chercher comment on pourrait donner un résultat semblable, un petit peu comme j'ai essayé de le faire pour les poèmes de Davidson, chercher une autre solution. Alors là où ça se complique, c'est pas quand il y a un jeu de mots local comme ça, parce qu'un jeu de mots local, ça se traite localement. Bon, à la limite, on peut le laisser à part et puis penser à autre chose, puis y revenir, et puis essayer de travailler ça avec des copains, poser des questions, discuter jusqu'à temps que la lumière vienne. Mais ce qui est très grave, c'est des jeux de mots, par exemple, qui engendrent le texte. Je viens de finir des nouvelles d'une jeune américaine dont c'est le premier recueil de nouvelles, des nouvelles époustouflantes, mais l'une d'entre elles m'a donné des cauchemars parce que tout le texte se développe à partir de jeux de mots. Alors le premier, je le suis, mais j'arrive ailleurs, moi. Et après, comment je fais pour continuer l'histoire sur le point où elle en est arrivée? Vous comprenez? Il y a une logique des langues qui entraîne dans un certain sens, qui engendre des métaphores, qui engendre des métaphores, qui engendre des métaphores. Et moi, si je commence à les changer à la bifurcation, je me retrouve à 10 km de l'histoire quand je suis arrivé au bout du texte. Là j'ai mis énormément de temps, j'ai dû mettre 6 mois pour faire ces 15 pages, parce que c'est épouvantable, quoi. Il faut à chaque fois qu'on utilise un mot, se dire, allons voir, celui-là, je vais le retrouver dans 10 pages, donc comment est-ce que je peux y arriver? Vous connaissez ce jeu en anglais qu'on appelle le golf verbal? Vous avez jamais joué à ça avec vos profs? Je vous conseille, c'est épatant. Le golf verbal, c'est par exemple quand on dit aller de love à fire en 4. Alors ça veut dire qu'il faut que vous trouviez, en changeant une lettre à chaque fois, la façon dont vous pouvez arriver à modifier ce mot. Alors là, il y a une lettre commune. Alors vous essayez vous pouvez introduire live,
et puis file, voilà, et puis file. Hein, j'ai changé qu'une lettre chaque fois et je suis arrivé à modifier mon mot. Bon. De love à file en 4, c'est possible, par live et file. Mais un texte qui fonctionne comme ça, où chaque nouvelle idée, chaque nouvel épisode est entièrement fondé sur un jeu de mots, sur une mutation d'un mot, la mutation d'un signifiant sur une image, sur l'éclatement d'un mot, etc. Il faut constamment tenir ça très raide parce que sinon on n'y parvient pas du tout. Donc là, si je m'en tenais au conseil des collègues qui sont extrêmement attachés à la note de traduction, j'aurais mis en dessous du titre « Nouvelle intraduisible hein, ». Note du traducteur, nouvelle intraduisible. Parce qu'à la limite, c'était pas possible. Bon, mais c'est pour ça qu'elle était intéressante, cette nouvelle, c'est qu'elle posait des questions et des problèmes tout à fait étonnants, et ça valait la peine de s'y appliquer. Mais vous trouverez souvent ce genre d'attitude qui est, à mon avis, une espèce de trace du fait que les gens n'ont pas le temps, en fait. Parce qu'avec le temps, on trouve. Mais il faut parfois attendre longtemps, et le traducteur professionnel n'a pas les moyens d'attendre des mois que ça vienne, ce mot. Hein, ou de chercher dans des textes, je me rappelle avoir vu ça dans une vieille histoire que j'ai lue il y a 20 ans, tel récit pour enfants, il y avait une histoire de bonhomme qui avait un nom drôle. Il faut avoir le temps de rechercher tout ça et c'est très compliqué. Alors voilà ce que je voulais dire en gros. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long. Alors nous vous remercions, Monsieur Chentier, pour cette analyse de tous les problèmes que peut susciter la traduction. Enfin, oui, quelques problèmes. Mais enfin, déjà, ils sont immenses. Et bon, maintenant, si certains d'entre vous ont des questions à poser à Monsieur Chentier. Oui, je vous en prie. Mais qui va très bien avec ce que vous venez de dire, c'est que les textes que l'on traduit ont beau être les mêmes au bout de 25 ans, ils ont changé aussi. Je veux dire par là que un texte, il faut que vous remettiez un petit peu dans l'ambiance, un texte contemporain, j'entends. Les éditeurs reçoivent ou achètent des quantités de romans. Bon. Et puis, ils les font traduire. Dans ces romans, il y a des romans qui vont devenir des classiques. Mais on ne le sait pas encore. Et le texte traduit comme ça dans la foulée de la parution et le même texte repris 25 ans après, on ne va pas le travailler de la même façon. Je vais vous donner un exemple. Les nouvelles de William Gass, dont j'ai extrait cette histoire que j'ai mise au tableau, ont été publiées aux États-Unis en 1968. Elles ont été achetées presque immédiatement par Flammarion, je crois, et une traductrice que je connaissais bien, qui était quelqu'un d'extrêmement compétent, malheureusement décédée l'année dernière, a fait une première traduction qui est parue en 1973. Depuis 1973, voilà maintenant 20 ans, William Gass est devenu reconnu comme un des plus grands stylistes américains vivants. Et lorsque nous avons été un certain nombre en France à enseigner ces textes, à travailler ces textes, à les regarder, et puis on se reportait parfois pour voir à la traduction, je dis c'est pas possible, elle n'a rien vu. Elle ne pouvait pas avoir. Et lorsque nous avons convaincu Rivage, un ami et moi, de refaire ces textes pour eux, nous nous y sommes mis à deux et nous avons refait la traduction. Mais le texte que nous avons traduit, aucun mot n'en avait changé, mais ça n'était plus le même texte, n'est-ce pas? C'était le texte d'un grand auteur dont chaque phrase avait ses justifications, dont les effets étaient maintenant connus et repérables ailleurs, dont les motivations étaient parfaitement clarifiées. C'était devenu un texte qu'il importait de peser avec beaucoup de soin, alors que cette collègue l'avait traduit un petit peu dans la foulée, comme les autres qui ont disparu complètement. Et de façon très intéressante, bon, il y avait des erreurs d'anglais, des choses qu'elle n'avait pas vues, mais nous avons décidé de choisir un certain type de ton, etc., qui était à des
années-lumière des choix qui avaient été faits par notre collègue. Et ce qui a été très intéressant, juste avant qu'elle ne meure, nous avons fait un débat public sur la traduction de ce texte, celle qu'elle avait faite et celle que nous étions en mesure de faire nous. Alors c'était un exercice un peu périlleux parce que les susceptibilités peuvent être froissées assez facilement, mais nous étions convenus ensemble d'en parler de façon très sincère et très franche, en posant ce problème-là. Et à chaque fois que nous dénoncions telle façon qu'elle avait eu de traduire une portion de ce texte, nous nous efforcions de lui dire en même temps, mais le texte que vous avez traduit n'est pas celui que nous avons traduit. Parce qu'il a 25 ans de plus, parce il y a des textes qui ont été critiques, qui ont été écrits dessus, il a une autre couleur, il a une autre stature, il a une autre identité, et par conséquent, les choix stratégiques de traduction que nous allons faire sont différents des vôtres, parce que vous ne pouviez pas voir ça. Vous voyez? Donc ça, c'est encore un élément qui implique que les traductions soient refaites, et d'une certaine façon, vous pouvez trouver ça dans des grands classiques connus d'ailleurs. Les premières traductions de Melville, par exemple, sont des traductions d'un romantisme échevelé. Je pense à la traduction de Moby Dick par Giono, par exemple. Et lorsque Pierre Léris a refait la traduction de Moby Dick, il a fait des choix qui sont des choix faits à la lumière de la critique contemporaine. La première phrase de Moby Dick, comme vous savez, c'est « Call me Ishmael ». Bon, et pendant des années et des années et des années, on a traduit « Call me Ishmael » par « Appelez-moi Ishmael » ou « Je m'appelle Ishmael ». C'était ça la traduction de la première phrase de Moby Dick. Pierre Léris a pris le taureau par les cornes et, connaissant parfaitement la critique mévillienne, a traduit cette première phrase « Call me Ishmael » par « Appelez-moi Ishmael si vous voulez ». Ce qui est un trait de génie. Parce que toute l'indétermination du texte et toute la structure du doute qu'il y a dans le texte est d'emblée posée dans son arbitraire de la première phrase. Call me Ishmael, en effet. Par exemple. Appelez-moi Ishmael, par exemple. Ou si vous voulez. Et traduire comme ça, ça bouleverse la façon dont on lit le texte, naturellement. Et si on le traduit comme ça, c'est parce que notre façon de lire Moby Dick a été profondément bouleversée les 50 dernières années. C'est devenu un texte complètement différent de celui qui était lu au début du siècle. Parce je crois qu'on a enfin compris Melville, d'une certaine façon, plus profondément que comme cette aventure de pêche à la baleine. C'est un petit peu, la baleine chez Melville, c'est un peu comme les pommes chez Cézanne, hein, c'est anecdotique. C'est pas là que ça se passe, c'est un prétexte. Donc, toutes ces modifications sont à intégrer dans la traduction. Oui, monsieur. J'aime bien votre formulation, parce que son rythme, son sens et son sang, c'est très exactement ça. Vous savez, là, je ne peux pas... Il y a un idéal qui est à peu près partagé. Maintenant, nous avons une association de traducteurs littéraires, on se réunit tous les ans, on a des séminaires, on essaye de se fixer, de s'aider les uns les autres. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, les actes de ces assises qu'on a tous les ans à Arles sont publiés tous les ans par Actes Sud. Il y a des recueils sur la traduction comme ça qui paraissent tous les ans à Arles. Alors on essaye de déterminer dans l'idéal ce qu'il faudrait faire. Et puis on écoute des discours très savants de collègues qui ont travaillé sur telle ou telle chose, des textes théoriques sur la traduction. Et puis je rentre chez moi. Et puis je suis en face de mon texte, et puis rien de tout ça ne m'aide. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais plein de choses théoriques sur l'acte de traduction, sur un certain nombre de règles, comme vous dites, de principes, de linguistique, de choses comme ça. J'écoute tous ces gens très savants m'en parler, avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de pénétration et beaucoup de vivacité. Et puis je rentre chez moi, et puis je retombe sur mon problème de renard brun qui saute par-dessus son chien rouge, vous comprenez? Alors,
Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous dire exactement ce que je pense. Un jour, pendant un salon du livre à Paris, quelqu'un avait organisé une table ronde sur la traduction littéraire. Alors il y avait 2 éditeurs, on était 3 traducteurs, il y avait des romanciers. Et alors tout le monde y est allé de son petit speech sur la traduction, etc. Alors il y avait un éditeur qui a dit des tas de choses très intéressantes, il y avait Hector Bianciotti qui a fait un papier sur la traduction absolument magnifique, c'était très beau. Et puis à côté de moi, une traductrice qui venait de finir une retraduction de l'Enfer de Dante, magnifique, elle nous a fait une grande théorie de la traduction de Dante. Bon, puis moi j'ai dit mes 3 petits mots. Et puis à côté de moi, il y avait une jeune femme très, très gentille et très timide qui me disait toujours c'est très intéressant tout ça. Et puis c'était son moment de parler. On lui dit mademoiselle, maintenant dites-nous un peu ce que vous pensez de la traduction, etc. Elle dit écoutez, moi je traduis des livres pour enfants et mon problème c'est que je cherche un nom pour une girafe. Puis elle s'est arrêtée, on lui dit vous avez fini? Elle dit oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Mon problème, c'est que je cherche un nom pour une girafe. Et c'est ça la réponse à votre question. Je veux dire, elle peut parfaitement en tenir tous les raisonnements que tenaient les collègues qui avaient abondamment disserté sur l'éthique de la traduction, comment ça se passe, etc. Mais personne n'a été fichu de lui donner un nom pour sa girafe. Et il fallait trouver un nom pour cette girafe. C'était très important pour un livre d'enfant qu'elle ait un nom de girafe, cette girafe. Hein? En anglais, elle avait un nom de girafe qui était un nom de girafe. Et on n'arrivait pas à lui trouver un nom de girafe qui soit un nom de girafe en français, quoi, quelque chose qui soit juste. Et la traduction, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, c'est des problèmes comme ça, les uns à la suite des autres. Trouver un nom de personnage, trouver une formule qui va permettre de passer de telle zone à telle autre zone lexicale ou sémantique sans accroc. Bon. Lisser les choses. Et c'est du bricolage, vous savez. Donc, il y a une théorie il y a des livres très savants sur la menuiserie. Et puis, il y a le monsieur qui se retrouve tous les matins avec ses outils, son burin, et puis s'il fait une erreur, sa chaise va avoir une drôle d'allure. Bon, c'est pareil. Pour ça que je parlais d'artisanat hier. Il y a de grandes théories de la chose, et puis il y a la pratique. Et dans la pratique, on est tout seul, on ne sait rien, et c'est toujours différent, et ça recommence à chaque fois. On n'apprend rien. Bon, il y a quelques petits trucs. Oh, bien sûr, il y a des petits trucs, comme tous les artisans ont leurs petits trucs. Mais moi, j'ai traduit maintenant, je sais pas, une trentaine de romans, et puis le 31e, ça recommence, je sais pas. Bon, c'est pas parce que j'en aurais fait 50 de plus que je saurais mieux. J'aurais sans doute amélioré mon français, mais je ne saurais pas pour autant résoudre les problèmes d'un autre livre. Chaque livre présente ses propres problèmes. À chaque fois, c'est différent. À chaque fois, c'est compliqué pour des raisons différentes. Et l'expérience qu'on a, elle sert simplement à pas paniquer, quoi. On se dit, ça m'est déjà arrivé tellement de fois que c'est normal que ça m'arrive encore. Donc on relativise la peur qu'on a de pas réussir. Mais c'est à peu près tout ce à quoi sert l'expérience, je crois. Pour le reste, on est constamment devant des problèmes insolubles, et puis c'est tout. Et puis on essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Si vous voulez, une fois qu'on a traduit le référentiel, on a fait encore qu'un quart du travail. Si vous racontez, imaginez un... Bon, j'ai raconté une autre histoire hier, je vais essayer d'en changer. Mais si vous dites... si traduire Don Quichotte, par exemple, ça consistait à dire c'est l'histoire d'un chevalier qui part dans la plaine de la Manche et qui charge des moulins parce qu'il croit que c'est des géants, et puis il est accompagné par un monsieur qui s'appelle Sancho Panza, qui ne croit pas tout ça, mais qui est toujours avec lui et qui lui est fidèle. Point. D'une certaine façon, vous avez traité le référentiel. Hein, mais le livre, il est fait d'autre chose. Bon, il est plus riche, il est plus développé, etc. Donc, même si vous avez, dans un portrait, par exemple, rendu tous les éléments du portrait, mais pas ce qui esthétiquement fait l'harmonie du portrait en langue, vous n'avez fait que la moitié du travail. Donc, il est hors de question d'abandonner le référentiel, évidemment.
Mais ce n'est pas nécessairement la chose la plus importante. Mais je vous ai interrompu dans votre question. Elle n'était pas finie. Aussi. J'ai des amis qui travaillent de façon très différente de moi. Ça, c'est une question de personnalité. J'ai des amis qui, eux, commencent par faire une traduction très rapide, un peu littérale, enfin, bon, grosso modo, ils dégrossissent, quoi. Ils se font un premier manuscrit, ils dégrossissent. Et puis après, ils reviennent dessus, toujours avec le texte original sous les yeux, et puis ils affinent un petit peu, ils précisent dans un deuxième passage, si vous voulez. Troisième passage, ils abandonnent complètement l'original et ils essayent de faire tenir ça en langue française, sans se soucier de l'original, avec ce qu'ils ont déjà composé. Puis après, ils font une dernière vérification. Bon. Généralement, ils travaillent comme ça. C'est une technique, et parfois elle est très commode. Moi, j'ai tendance à faire autrement, mais ça dépend aussi du fait que dans la mesure où je suis un privilégié, je veux dire par là que dans la mesure où ça n'est pas mon métier, où ça n'est pas ma profession, je choisis. Je n'ai jamais traduit un texte, si une fois ou deux pour rendre service, mais que je n'avais pas envie de traduire. Alors que les collègues qui sont employés à plein temps traduisent ce qu'on leur donne à traduire. Bon, donc il faut qu'ils aient une technique bétonnée, sûre. Moi, dans la mesure où je ne traduis que des textes que j'aime, en général, je fais tout à fait autrement. Et puis ça change selon les textes. Mais en général, je fais d'abord des essais sur les quelques premières pages, et puis j'essaye de réécrire ça jusqu'à temps que j'entende quelque chose qui m'ait l'air d'être dans la tonalité, justement. Et puis après, j'avance, mais j'avance en général très lentement. C'est-à-dire que, comme pour écrire d'ailleurs, tant que la première phrase n'est pas parfaite, comme je la rêve, je ne fais pas la deuxième. Parce que la deuxième elle va avoir une forme qui dépend forcément de la première. Et de sorte que je travaille plutôt par accrétion comme ça, par accumulation, par aimantage d'une phrase vers l'autre, etc. Et puis il vient au bout de 25 ou 30 pages de ce petit jeu-là, ça démarre en général. J'ai la voix qu'il faut. Et à ce moment-là, quand j'ai fini, je rejette les 25 premières pages et je les refais avec l'élan que j'ai acquis sur le reste. Mais je travaille généralement, donc je ne fais que ça, je parlerai un petit peu de ça vendredi, grâce à la technologie. Il y a des tas de choses qui ne se passent plus comme avant aussi pour moi. Ça a beaucoup changé de choses. Mais du coup, j'ai tendance à avoir presque tout de suite ce que je veux que ce soit. Je ne recorrige presque pas après. Today we have the greatest pleasure to welcome Professor Marc Chénetier. Marc Chénetier was a visiting professor at the University of East Anglia, Norwich, from 1979 to 1980. 1980, 1991, professor of American literature at the University of Orleans. Summer 1981, visiting professor of American literature, Department of English. 1987, visiting professor of American literature, Princeton University. 88, 91, head of Department of English at the University of Orleans. 89, 90, visiting professor at the University of Bâle, Switzerland. He is the author of some 30 books and a number of articles. His specialty is basically in literary translation, and today he's going to talk to us about fiction in postmodern American literature. Once again, on behalf of everybody present, I would like to welcome Professor Chénetier. Thank you. It's up to you. I'd like to
thank the Department of English for inviting me here, the Dean of this school for having the courtesy of thinking of bringing me over, and the Moroccan authorities for the special weather, and all the friends who've been taking care of me all these days. The title I have chosen for today's talk is not exactly the one that was advertised. You know, the first introduction of any paper is the title has been changed. And I have chosen a rather bizarre title, which is, Should the Postmodern Really Be Explained to Children? The reason I have chosen this topic is that I specialize in contemporary American fiction. And I recently wrote a book, which I'll leave here, on American fiction since 1960. And as it happens, most of the debates that have been taking place in America over literature in the last 20 years or so, 30 years, has been this discussion of a so-called postmodernist aesthetics. And as it happens, I am not sure, as far as I'm concerned, that there is such a thing as postmodernist aesthetics, and I thought, given the opportunity, I would try and explain why I am not in favor of using this term, which is practically compulsory every time you open a book on contemporary American fiction. So this is the context in which I would like to address you. It's going to be about 50 minutes long, and I beg for your patience. In the end, I hope things will become somewhat clearer than they may sound in the beginning. You may know there was a wonderful French actress named Arletty, and she used to divide the people she knew into PM and PB types, porte-malheur and porte-bonheur. And if I were to adapt these terms to English, I would probably have to say PB stood as probably or potentially benefic, and PM as probably or pretty malefic. The fact is that most of the books you read on American literature these days talk about PM, postmodernism, a sort of similar stenography that has invaded critical discourse over the last few decades. It has become very common and even banal to be invited to decipher under the strange adjective POMO for postmodern, an abstract of our very contemporary condition. In this case, it refers to the postmodern condition, in order to define which Jean-François Lyotard, the French philosopher, some time ago wrote a report on knowledge for the University of Quebec. And then he proposed, like an old likable uncle, to, I quote, explain the postmodern to children. That's the title of his book. More particularly, the children of a number of his friends to whom each chapter of his book is inscribed. And because most of my life is dedicated to the study of recently published American literary texts, I was once suspected, very courteously, to be only relatively ignorant of what has become known as postmodernism, the second term that hides under that adjective POMO I was alluding to, and I was sometimes reproached with belonging to its promoters, even though over the years I have repeatedly said in public that I would not be caught using this term in any one of the analyses I might be conducting. The subject, unfortunately, demands, in order to be dealt with, that a number of distinctions be made, for which I'll ask for your patience. Even if one is willing not to consider for a moment the merely cosmetic and hip uses of a term whose morphology allows its alternating but mostly undifferentiated use, the fact remains that postmodern covers two notions and not one, two notions of which I am far from certain that they have anything obvious in common. If the ways in which a language constructs itself retain any validity in our times, I would first like to notice that the adjective modern presupposes such a thing as modernity, whereas any recourse to the adjective modernist presupposes the existence of such a thing as modernism.
However, and this is what I would like to ground my remarks upon, modernity and modernism are very different intellectual objects. My intention, of course, is not to recapitulate the history of the notion of modernity, but let me remind you that one can trace it back at least as far as Kant and Hegel. All of Lyotard's discourses on modernity are intimately linked with the universals of the Enlightenment, with a time when subjectivity became a principle, where individualism and the right to critique, moral autonomy, and idealist philosophy took the upper hand. For the German philosopher Jürgen Habermas, the new consciousness that was to emerge around the mid-18th century, and which became theoreticized about 1 century later, the nova aetas of the Romantics, signals the birth of what we call modernity. Such is the reason why Lyotard manages to justify the use of the expression post-modernity in order to describe what happens when a world divorces the Enlightenment, be it under the dialecticized form that it took with the Frankfurt School, which naturally does not mean that the word was not used before. Truth to tell, it may not be completely impertinent to remind ourselves that Latin used it to refer to manners and accepted ways of behavior, nor that numerous occurrences can be found in all centuries with different meanings. Lyotard, being conscious of this state of things, will say that modernity is not so much an epoch, but rather a mode of thought, of enunciation, of sensibility. And he will even remember that Auerbach saw it looming in Augustine's Confessions. Habermas distinguishes, rightly so it seems to me, 2 uses of post-modernity. One refers us to the social and technological modernization that increases until it is qualitatively altered. The other refers to a radical critique of reason considered as alienating, a critique that would reopen our times to irrational values that are then supposed able to shake down the walls within which the modern, seen as some sort of tyrannical imprisonment within the rational structures that gave birth to a number of horrors in the 20th century, is then reputed to have deported us. Thus diversely and disputably defined, modernity logically generates various acceptions of the term postmodern. It has been remarked that modernity is a word that fascinates all ages, but that most of the time they do not know its contents except for their anguish of the obsolete, as well as, I might add, as their refusal of what these successive tides have brought with them by way of disillusionment. Modernity would then roughly define itself as a tension of the mind towards what Stephen Tolmin has called horizons of hope that can be revised over time, such practical philosophy being called upon in our days to ease up a transition towards a new face of modernity. As you know, Lyotard links modern thought to a unist or bipartite, at any rate functional, conception of society, society being gathered around 1 or 2 large meta-narratives, as he calls them. He believes that the narrative function dominates the modern, and all of his attention comes to bear, as he examines mutations, on the differences between systems of legitimization. Modernity could be reputed abandoned as soon as the great narrative has lost its credibility, whatever the mode of unification it had been assigned, speculative narrative or narrative of emancipation. We would then enter post-modernity as soon as he says, the work of mourning having been accomplished, the nostalgia of the lost narrative were itself lost for most people. We all know what follows in this logic by way of generalized agon
among smaller narratives, according to Lyotard, or micrologies, according to Habermas, far indeed from any consensus, even should the latter be cleft in two. We also know the corollary of such evolutions as would then merely depend upon plays or moves or coups over discourse. This being said, there are enough averred uses of modern in the sense of what denies previous certainties not to distrust such far-reaching and all-covering declarations. The fundamental irony when it comes to the use of this term probably lies short of a clearly defined object in the mutual definition of modernity and postmodernity. And this remark also applies, as we shall see, to modernism and postmodernism. André Gorz has it that, I quote, "Modernity is essentially a move toward emancipation and differentiation, mostly cultural. The pursuit of the true, of the good, of the beautiful and the useful gain their autonomy vis-à-vis the power structure and develop according to their own rationalities, calling for the differentiation of institutions and powers, a widening of all spaces of freedom." And he adds that the industrialist paradigm, often mistaken for modernity, is rather a treason of it. Reading Paul Valéry, one may see that the definition he gives of the modern has more than surface affinities with the term that is supposed to come after it, postmodern. I quote Valéry, "And what constituted this disorder of our mental Europe," he asks, "the free coexistence in all cultivated minds of the most dissimilar ideas, of the most opposed principles of life and knowledge. This," he concludes, "is what constitutes a modern epoch." Which amounts to saying that the qualitative shift where postmodernity likes to recognize its birth might tolerate a few conceptual revisions and a vigorous semantic overhauling in order to have any chance at all of affording us an intellectual and social map that could help us in our analysis of the present and our explorations of times to come. I shall come back later to the problems posed by the prefix post, appended to the two distinct notions at hand, modernity and modernism, but it might be useful to say now that the least of its ironies is not hidden in the generalized process of scotomization made possible by the notion of break. That in an age dominated by the consciousness of meta-narratives and organizing fictions, the postmodern should declare itself incapable of any satisfactory fiction. This may seem logical and acceptable, even if then things may look as if the very same role was now assumed by another and no less fictional fiction, one of absolute disorder. But that the postmodern should speak, as has been done, of the end of class struggle, the end of ideologies and dialectics, or of the postmodern collapse of ideologies, without taking stock of the possibility that such positions indeed might themselves be a way of seeing and putting things that does away with what does not fit. In other words, another go at ideological moves, another ideology, and that such positions make it possible cheaply to ward off any dialectical process. All of this makes me think of a very picturesque central character in a recent novel by Chevillard, who declares his resolute hostility not only to universal gravitation, but also, among other things, to, I quote, "the exiguity of the cranium, the weight of the foot, the farawayness of the stars, the way bodily organs work, the obliquity of the ecliptic, the dumbness of fish, the brittleness of the collarbone, the irreversibility of time, and the distressing permanently innocent." As for me, I hold with such diverse men as Frederick Jameson, Charles Newman, and Gerald Graff that we would be wrong
not to consider the utmost favors this notion does to the powers that are. If such a notion as modernity has its deep roots in the French and German traditions, that of modernism was assuredly, first and foremost, an Anglo-American product, even if from the start it was used to designate an international and particularly European artistic movement that can fairly easily be placed in time. These differences of origin could, however, explain the reason why European postmoderns tend to explore a whole gamut of ethical and philosophical problems, while American postmodernism stresses a variety of aesthetic questions. This being said, the situation is not much clearer once we turn to the use of the term modernism, or of that to which it gave birth, postmodernism. In fact, here as well, I would not rule out that moments thus opposing or succeeding each other derive their mutual definition from such succession or opposition. It is doing modernism an immense favor, it seems to me, to describe it in the cursory and fairly monolithic way we do when we need to distinguish it from what is reputed to have followed. Linda Hutcheon's book, A Poetics of Postmodernism, History, Theory, Fiction, is from this point of view also extremely interesting. It is theoretically informed, competent, detailed, balanced, honest, but it is in my eyes the most serious, clearest attempt at theorizing postmodernism. It does not, however, help me escape my conviction that the object it attempts to define has far less coherence than the label endeavors to give it, up to and including its own contradictions. Still, the corpus that it banks upon for its argumentation is neither such nor so large as to justify on its basis that one should generalize processes or distinguish a dominant aesthetic mode. Indeed, some of the authors that belong to that corpus are, in my mind, a few light years away from the notion they are used to establish. Moreover, it would be easy to reproach Professor Hutcheon a few symptomatic errors. She, for example, attributes to Jerome Klinkowitz, whose postmodernist militancy is no secret, the paternity of an expression, the self-apparent word, whose real father is no less a modernist than Vladimir Mayakovsky. The two dominant features of this book may, however, help us circumscribe our problem. On the one hand, Linda Hutcheon must frequently demonstrate that the characteristics that she assigns to modernism are also present in the movement which is reputed to have followed it. On the other hand, the most frequently recurring term in her book is that of contradiction. Perhaps this work, because of its very lucidity and precision, will someday enter critical history as the main moment in the burial of a concept that it discovers to be non-functional after having carefully examined the evidence at hand, far from the incantatory or self-proclaimed prophetic studies that preceded it. One is struck, for example, by the abundance of ex post facto definitions of modernism, expressions like "it comes to be seen" or "potential," that are used in order to constitute an object which does not exist in the global way that the title of the book announces, by the numerous passages where modernism and postmodernism stand in mutually balanced definition. Modernism being everything that postmodernism can no longer bear to be, and postmodernism being what modernism never was, or was not yet, depending on whether one privileges antagonism or successiveness. For all that, it never proves possible to draw clear lessons from differences that seem to operate on the basis of permanent sliding and overlap. May I therefore ask aloud,
and ask you to wonder with me about the efficiency of two such Procrustean notions, two Procrustean beds characterized by the elasticity of their dimensions. It is, at any rate, thanks to similar legerdemain, that Linda Hutcheon feels compelled to describe postmodernism as, I quote her, Oedipal in its opposition to modernism and faithful to it by filiation, giving from that point on free rein to a systematic use of an expression that is central to her book, Paradoxical Postmodernism. Just as the Nouveau Roman in France, as we perfectly see today, had no real unity outside of its common refusal of an obsolete realist mode, just as Valéry gave for symbolism a definition based on its practitioners' common refusal of other poetic approaches, we could therefore, borrowing a little of the biting irony of Dr. Samuel Johnson, say of such a theoretical postmodernism whose center would be everywhere and circumference nowhere, what Johnson himself said of Gray, his contemporary, that he was, I quote, boring in a new way, and that people therefore thought him great. Nothing, if we examine what would constitute the specificity of postmodernism relatively to what follows it, is of a nature to indicate in any obvious way what the caesura can be demonstrated to have been, as radical as one prefix would have it by dismissing the past so neatly. When Brian McHale, in his very interesting book, courageously runs the risk of proposing an operational distinction, his distinction is that modernism is supposed to have had epistemological concerns, whereas matters of ontology preoccupy postmodernism, one thinks immediately of enrolling in the service of the opposing thesis a certain number of contemporary American writers, among which Joseph McElroy, Don DeLillo, or Thomas Pynchon, who are extremely present in the ongoing epistemological reflection. And one has trouble, in reverse, imagining Joyce or Proust refusing that we see in their own literary practice a number of important ontological dimensions, whether it is epiphanies or modes of temporality or modes of being.